Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Dans un contexte où la jeunesse camerounaise aspire à des modèles inspirants, l'allocution du président Paul Biya du 10 février 2025 a suscité de vives réactions en mettant en avant Tony Ubam comme un exemple de réussite dans le secteur de l'agro-industrie. Le chef de l'État a ouvert la voie à une polémique inattendue. Alors que les enquêtes révèlent des incohérences autour de ce personnage, les questions fusent sur la véracité des discours officiels et les intentions derrière ces choix. Ce soir, sur le plateau de la grande interview, nous accueillons Robert Mouté Ambassa, membre du comité central du RDPC, pour examiner les implications de cette situation sur la jeunesse camerounaise et la gouvernance actuelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le cadre de cette autre production de la grande interview sur votre chaîne de télévision panafricaine, Pan-African Media TV, qui vous panafricanise et vous souverainise. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous nous regardez actuellement à travers l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient, et particulièrement au Cameroun, pour essayer de tabler sur ce sujet qui fâche, avec l'un des visages matures et majeurs. Qui de mieux que Robert Mouté Ambassa pour parler de cette situation qui divise les Camerounais actuellement. Bonsoir. Bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Malgré vos programmes très chargés, vous avez décidé de venir vers nous ce soir. Ben, c'est moi qui vous remercie. Vous savez, quand il y a des situations comme celle-là, je crois que chaque citoyen, chaque patriote doit pouvoir monter au créneau pour essayer de remettre les choses à l'endroit. Parce que vous savez, un certain nombre de choses ne marchent pas normalement dans le pays. Il faut à chaque fois essayer de recadrer pour permettre de connaître la vérité et savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord, je dois rappeler, comme je l'ai dit d'entame dans mon introduction, que vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC. Vous êtes non moins que la personne que nous devrions contacter pour pouvoir éclairer les lanternes de nombreux Camerounais qui nous regardent à travers le Cameroun et l'étranger. Alors, Robert Mouté Ambassa, le 10 février dernier, comme traditionnellement, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a tenu à s'agresser à sa jeunesse. Alors, après cela, s'en est suivi pas mal de réactions. Mais avant de revenir sur les différentes réactions, j'aimerais vous poser la question de savoir quelle peut être la portée d'un discours du chef de l'État à sa jeunesse. Merci pour cette question. Je voudrais déjà vous dire que je suis membre élu, suppléant du comité central. Oui. Et avant de répondre à votre question, je voudrais vous fixer un peu sur les raisons qui m'ont amené à accepter de venir sur votre plateau. Oui. Vous savez, en 1982, au moment où le président Paul Biya accède à la magistrature suprême, oui. Beaucoup de Camerounais étaient très contents, très heureux. Moi qui vous parle, j'avais la vingtaine. Alors, je venais de passer une vingtaine d'années avec le régime Aïdjo, qui était un régime très fort. Et l'arrivée du président Paul Biya avec un discours enchanteur et porteur d'espoir pour une nouvelle société pour le Cameroun, nous étions dans l'extase. Et je me rappelle bien à cette époque, je fais partie de ces jeunes qui étaient dans la pleine adolescence et que je me rappelle quand le président Paul Biya est venu à Douala, il est descendu 100 mètres avant la tribune, il a fait les 100 mètres à pied, nous étions de part et d'autre de la rue en train de courir, tellement nous étions heureux de ce nouveau chef d'État, beau gosse, avec un discours vraiment nouveau qui rompait complètement avec ce que nous autres on a connu, parce que j'entends beaucoup de gens dire des choses en ce moment parlant de libertés individuelles et collectives, mais je peux vous garantir qu'à l'époque il n'y en avait pas du tout. Et donc face à cette coïncidence historique, c'est-à-dire notre pleine adolescence et l'arrivée de ce jeune président avec un discours enchanteur et porteur d'espoir pour une nouvelle société pour le Cameroun, il y a eu comme un lien sentimental. Sentimentalement, nous nous sommes sentis liés à l'homme Paul Biya, intitut personnel. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est que dans les années 90-92,
le parti RDPC est en difficulté. Avec son chef d'État et président national, évidemment. Je vis à Limbe à cette époque-là, dans les années 92, qui était un fief de l'opposition et particulièrement du SDF. Je peux vous garantir que 80% des Camerounais du RDPC étaient partis à l'opposition. Très peu sont restés. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup sont revenus, mais très peu étaient restés. C'est à ce moment précis que moi, je décide de militer au RDPC et je me fais enrôler au comité de base Indian Kwata Limbe. C'est important que vous compreniez parce que la suite, vous allez comprendre pourquoi je suis passé par là. Oui. Le comité de base Indian Kwata Limbe, dans la sous-section numéro 6, avec pour président Belombo. Alors je rentre parce que j'estime que ce monsieur avec qui nous avons un lien sentimental depuis 1982 est en difficulté. Je me dis, mais je n'ai pas besoin de me faire appeler pour monter au créneau et essayer de le défendre. C'est là où je prends ma carte du RDPC. Et je me mets à travailler sur le terrain. Limbe, Douala, Bafia dans le BAM et tout. Et puis, contrairement, en fait, à ma grande surprise, en 2011, sur l'instruction du chef de l'État, président Paul Biya, je suis membre du comité central du RDPC. Et alors que la liste, vous savez, quand il y a un congrès, c'est chaque département qui envoie ses listes. Des enfants du département. Il y avait un foisonnement de qu'on départements. propose. Voilà. Oui. Ouais, les 58 départements Oui. proposent. Maintenant, au niveau du comité central, ils font le tri en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et moi, je n'étais pas dans la liste départementale du Mbam et Noubou. Mais quand on lit le nom, mon nom apparaît. C'est plus tard, quand j'irai voir le secrétaire général du comité central, à l'époque... Et après l'introduction de votre nom, quelle avait été votre réaction? Ben justement, j'étais déjà surpris, parce que, bon, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, je n'ai pas vu venir. Moi, j'étais militant sur le terrain. J'ai beaucoup travaillé sur le terrain. Pendant 10 ans, de 2003 à 2013, j'ai fait changer beaucoup de choses dans notre département. Et donc, je ne savais pas que les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre, les services de renseignement, remontaient tout ce qu'on faisait sur le terrain. C'est quand je pars voir le secrétaire général après ma désignation, dans la liste des membres élus. Parce qu'il y a les membres désignés et les membres élus. Donc, vous êtes élus par le Congrès. Donc, c'est en allant rendre visite au secrétaire général pour dire merci, qui me dit, mais non, c'est le président national qui a bien voulu que vous soyez dans le comité central, parce que ce que vous faites sur le terrain, il est bien au courant. Voilà deux raisons, parmi d'autres que je tais volontairement, qui font que, quand je sens que l'intitulé personnel, l'homme, Paul Biya, est dans une difficulté, je monte au créneau. Je n'attends pas qu'on m'appelle. Ça, c'est clair. Donc maintenant, pour revenir à votre question, qui parlait de ce discours... Oui, la portée du discours du chef de l'État. Le chef de l'État fait un très bon discours, dans l'ensemble. Oui. Je ne vais pas revenir dans les différents détails. Il a fait un bon discours dans l'ensemble. Oui. À part un hic qui crée la situation que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce que quelque part, vous savez, le président Paul Biya, ça tu étais un grand travailleur. À l'époque d'Aïdjo, il était parmi les meilleurs collaborateurs d'Aïdjo. D'ailleurs, le président Aïdjo le choisit comme son successeur parce qu'il était, je pense, le meilleur. Justement. Et donc aujourd'hui, il travaille avec des gens. Et je crois que c'est dans la même logique qu'il essaye de laisser les uns et les autres par des initiatives pour aider à améliorer les conditions de vie des populations, privilégier l'intérêt général, la compétence, le mérite. Donc je pense que cette portée du discours, dans l'ensemble, était bonne. Elle était très bien structurée. On n'a pas grand-chose à dire, à part les doutes qui sont apparus concernant un certain opérateur et qui pose problème aujourd'hui parce que ça foisonne partout. Très certainement. Voilà. Voilà la première phrase sortie que je peux vous dire par rapport à ce discours. Pour moi, globalement, c'est un bon discours, à part ce hic. D'accord. Et si on revenait un tout petit peu sur l'impact, que pensez-vous que ce discours peut apporter comme impact sur la jeunesse camerounaise? Et même peut-être de la diaspora, qui penserait certainement à revenir un jour au Cameroun? Vous savez, les discours, aujourd'hui, n'ont pas le même impact que les actes posés sur le terrain. Entre le discours du président, qui donne les orientations, qui fixe le cap, et l'action du gouvernement dans l'implémentation sur le terrain,
il y a un décalage. Et le décalage n'est pas du fait du chef de l'État. C'est lui qui définit la politique de la nation et le gouvernement le met en application. Donc, il donne les orientations, il donne, comment on appelle ça, les feuilles de route. C'est aux différents départements ministériels d'implémenter pour atteindre les objectifs que le président de la République a donnés. Mais on se rend compte, dans un certain nombre de domaines, que ça ne marche pas. Ça ne donne pas de bons résultats. D'accord, nous allons entrer maintenant de plein fouet dans ce sujet qui nous réunit sur ce plateau ce matin. Il s'agit de ce nom qui a été cité dans le discours du président de la République, un nom qui a diversement été apprécié par l'ensemble des Camerounais et même de la communauté internationale. Nous allons parler ici de Samuel Tony Obam, qui a été présenté comme un jeune qui a fait fortune dans l'agro-industrie à travers ses différents investissements. Par la même occasion, ceux qui s'en sont offusqués sont allés sur le terrain pour faire, je vais dire, une sorte d'enquête question de savoir est-ce que c'est vrai ce que le chef de l'État a dit. Et dans le même ordre d'idée, nous allons tout simplement dire ici qu'en décembre déjà, le préfet de l'Océan graissait déjà un rapport dénonçant ce Tony Obam qui, après avoir amassé des centaines de millions auprès du gouvernement, n'a pratiquement rien matérialisé sur le terrain, puisque la nièce du président de la République, Katim Ba, a également effectué une descente sur le terrain, question de toucher la réalité du doigt. Mais mal lui en a pris, ou alors, je ne sais pas, elle a été surprise désagréablement par rapport à ce qu'elle a vu sur le terrain. Alors, quel est le commentaire que vous pouvez apporter à ce genre de situation? Ben, monsieur le journaliste, je vais vous dire que c'est une situation très délicate. Parce que, au départ, j'étais très heureux de voir que le président a pris en référence des jeunes Camerounais dans son discours. C'est une rare fois où on a vu ça. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de discours ou d'autres qui citaient des noms intitulés personnels. Et donc j'étais très content déjà de savoir, je me suis dit, ben, c'est une très bonne chose ça. Mais très rapidement, vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans réseaux sociaux. On a beau dire que les gens racontent n'importe quoi dans les réseaux sociaux, je peux vous garantir que les réseaux sociaux soulèvent beaucoup de la peur. Il faut lire, il ne faut pas prendre content, mais il faut aller vérifier et chercher à connaître quelle est la vérité de ce qui a été écrit dans les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à lire dans les réseaux sociaux que ce n'était pas un modèle, ce jeune. Donc je restais dans mes gardes. Ensuite, j'ai vu la sortie de la nièce du chef d'État, Mme Katim Ba, effectivement. Je me suis dit, ah, elle est bien placée quand même. Elle a un certain nombre d'informations que peut-être nous autres, nous n'avons pas. Et il faut peut-être regarder ça de plus près. J'ai commencé à fouiner. Je suis rentré dans Google pour chercher à savoir qui est ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait. C'est vrai que même dans Google, il n'est pas référencé. Il n'est pas référencé. Non, il est dans Google, mais pas de façon positive, quoi. Oui. Tout ce que j'ai lu, il n'y avait vraiment rien de positif. C'était beaucoup plus dans le sens de la fourberie. Parce que le rapport du préfet le présente comme une sorte de féman. Justement. C'est quand je lis le rapport du préfet de l'Océan, M. Noubello. Ah, le préfet n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a été clair. Il a jusqu'à dire que ce monsieur a son entreprise dans son sac. Dans son sac, je parle le sac Mbanyok. Il a son entreprise, il n'a pas dit Mbanyok, mais c'est moi qui le dis peut-être comme ça. Mais c'était inadmissible. J'ai remarqué que la correspondance du préfet est adressée au ministre de l'Agriculture, M. Bayrobé. Sous couvert, le gouverneur du Sud, Guélin. Et il a mis en copie le Minat. Alors, et cette lettre date du 17 décembre 2024. Je ne comprends pas comment le 10 février, une lettre qui donne le signal d'alarme. Attention, ce monsieur s'est fait remarquer de façon négative, mais son nom apparaît quand même dans le discours présidentiel. Ça veut dire que les hauts commis de l'État se sont entêtés. Sûrement qu'il n'y a pas forcément entêté. Ça peut être eux-mêmes, non pas la vérité derrière ce monsieur. Pourquoi? Parce que beaucoup ne sortent pas trop de leur bureau pour aller sur le terrain voir de leurs propres yeux, entendre de leurs oreilles.
ils se contentent des photos, ils se contentent des vidéos, et puis ils prennent des décisions. Ça peut être que même ceux qui ont encouragé à mettre ce nom étaient eux-mêmes surpris après. Je ne sais pas. Une enquête, parce que ce genre de choses doit déboucher sur une enquête. Ça veut dire que si après le rapport du préfet, ce nom est quand même arrivé à la lecture par le président de la République, ça veut dire que ceux qui ont été mis en copie n'ont même pas pris la peine de se rapprocher du préfet. Je ne peux pas dire ça. Vous savez, nous avons quand même constaté que beaucoup de gens dans notre pays, que ce soit au gouvernement ou dans la politique, ne sont plus très sincères. Et quand vous êtes sincère, vous êtes taxé du méchant, de celui qui bavarde beaucoup, qui dit n'importe quoi. Pourtant, vous êtes dans la sincérité. Et le président, moi je peux le dire parce que de ma position, j'observe. Le président n'a plus trop de fidèles. Beaucoup, que ce soit au gouvernement ou dans la politique, beaucoup sont dans leur tête, dans l'après-Paul Biya. D'accord, d'accord. J'en viens, je termine pour oui. dire que... Donc, par rapport à votre question, je ne suis pas sûr qu'une autorité, que ce soit le gouverneur, ou bien le ministre de l'Agriculture, ou bien le ministre de l'Administration territoriale, n'ont rien fait. Tout dépend de beaucoup de paramètres. Parce que vous savez, il y a peut-être 64 ministres dans ce pays. C'est une grosse chaîne. Mais ils ne sont pas tous au même niveau. Il y a ministre et ministre. Il y a les ministres d'État. Il y a les vice-premiers ministres. Il y a le premier ministre. Donc, vous savez, il y a une certaine hiérarchie entre eux. Nombre de protocole et tout. Donc, je crois que si c'est arrivé dans le discours du président, ça veut dire que les derniers à prendre la décision de finaliser le discours étaient d'accord pour qu'on mette ces noms. D'accord. Mais est-ce que ces derniers ont vérifié avant de mettre ça? C'est là toute la question. Permettre. Il faudra une enquête. D'accord. D'accord. Robert Mouté Ambassa, vous allez nous permettre qu'on puisse regarder de fond en comble cette vidéo qui nous plonge dans les méandres de cette situation au centre d'incubation du nommé Tony Ambam en BD dans la région du Sud. Avec l'aide de la réalisation, nous allons regarder cette vidéo et tout jeter derrière. Vous allez apporter vos commentaires, bien qu'on ait déjà commencé, vous allez apporter un autre commentaire parce que là, ce serait avec beaucoup plus de profondeur. Alors, merci à la réalisation de nous proposer cette capture. Ah, là, nous avons le bureau. Voilà, le bureau de la coopérative. Voilà. Ok. Mais Voilà le bureau. Ça aussi c'est le bureau. Hein. Ici c'est le bureau de M. Tony lui-même. Ah d'accord. Oui, oui. Voilà. Donc tout ça c'est l'usine comme ça. Tout ça c'est l'usine. Et c'est là qu'on fait souvent, on transporte souvent les bananes. Les bananes que les champs produisent. Les champs, c'est combien d'hectares? Donc, vous savez, tu fais combien Et puis, vous gardez le coton, la viande. Ici, vous gardez le cochon et la viande. Ouais, là où dedans là. Ici, C'est les chambres ici, froides. les gens qui travaillent par le soir, on peut le programme. Mais pourquoi tout est fermé? Ça fonctionne quand? Ouais. À quel moment? La tête tout à fermé. Tout le temps c'est fermé. Tout le temps c'est fermé. Ça va alors. D'accord. Ok. Et après la ponton, on le prend. Alors, retour sur le plateau de la grande interview avec Robert Mouté Ambassa. Nous rappelons qu'il est membre titulaire du comité central du RDPC. Ensemble, nous avons regardé cet élément de vidéo qui nous a été proposé, s'il fallait qu'on le dise ainsi, par
Madame Cathy Meba, qui est d'ailleurs membre, qui est d'ailleurs fondatrice d'une organisation de la société civile. Alors, quand vous regardez cette vidéo qui présente un centre d'incubation qui est désormais l'ombre de lui-même, à l'intérieur de ce centre, on ne voit même pas des signes qui démontrent d'une manière ou d'une autre qu'on effectue des travaux de l'agro-industrie dans ces lieux-là. Quelle est la première idée qui vous vient en tête? Ben, la première idée, c'est la Fémania. Je pense que Madame Cathy Meba était la première à faire un poste pour dire au chef de l'État, Monsieur le Président, on vous a menti. Évidemment, quelques temps après, il y a des gens qui ont commencé, il y a même un ministre qui est sorti pour donner pour dire qu'elle exagérait peut-être un peu, oui, et que les affaires ont des points hauts, des points bas. Donc, on a voulu dire qu'elle racontait un peu de n'importe quoi. Et elle, pour justifier sa sortie, prouvait qu'elle est descendue au niveau du centre d'incubation. Puisqu'il faut le dire, hein, c'est une forme de terrain. Voilà, c'est une forme de terrain. Elle est descendue au niveau du centre d'incubation. C'est le seul endroit où on peut avoir une idée, une image de quelque chose qui appartient ou dont le nom de Tony Obama apparaît. Parce que quelque part, même le préfet de l'océan dans son rapport, le préfet de l'océan a ses services compétents. Il y a la surveillance du territoire, il y a les services de renseignement, il y a les forces humanitaires de l'ordre, il y a l'administration. Son rapport de 4 pages explique beaucoup de choses. Alors si monsieur le préfet n'a pas pu savoir où est installé ce monsieur dans son département, alors que c'est ce département qui a, disons, le gros de ce qu'il fait, évidemment il y a un souci. Donc, moi je pense que des autres informations que j'ai pu avoir à gauche, à droite, et ce qu'on peut suivre dans cette vidéo, ce monsieur fait peut-être du bail en Ceylan. Il achète des choses qu'il entrepose et il revend. Y compris les produits, le cacao, la banane et tout. C'est pas quelqu'un qui a apparemment des vastes hectares de plantation, de ceci ou de cela, non. Et d'après l'explication même de monsieur le préfet, il présente des projets, va vers le gouvernement, et c'est un responsable du gouvernement bien ciblé. Dans des projets mirobolants. Voilà, bien ciblé, il vend le projet, on débloque des sommes d'argent, et après, il fait ce qu'il veut avec cet argent. Et on a bien vu dans l'organisation de la fête de la banane avec les anciens gloires brésiliens qui sont venus. Avant, c'était d'abord les gloires du Nigeria, ça a fait des problèmes. Et dernièrement, c'était les gloires brésiliennes, ça a fait des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois que cette vidéo démontre clairement et confirme la position de Mme Cathy Meba et nous renforce dans le rapport du préfet qui avait déjà dit que cette histoire n'est pas claire, ce monsieur n'est pas sérieux. Alors Robert Moutet, est-ce que le gouvernement a autant ou assez d'argent pour le dilapider ainsi avec des personnes qui ont une probité morale incertaine? On ne comprend pas. C'est à hauteur des centaines de millions quand même. Le gouvernement a de l'argent, mais l'argent choisit ses canaux. Je ne vais pas vous apprendre que je n'invente pas. Ce gouvernement a déjà beaucoup de clans. Et chaque clan a ses fidèles. Oui. Il y a des clans qui sont fidèles au chef de l'État. Il y a des clans qui ne sont pas fidèles au chef de l'État. Qui sont fidèles à des individus ou bien des responsables nommés par le chef de l'État. Et donc, par rapport à ça, ça évolue en clan. Et il faut savoir de quel clan est M. Tony Obama. À première vue, quand on voit que si on parle de filière banane, on parle de l'agriculture. Est-ce qu'il y a un clan au ministère de l'Agriculture? Il faudra des enquêtes pour connaître la vérité dans cette histoire. Parce que dans la lettre du préfet, il est clairement dit. Parce que quand il est clairement dit que le ministre de l'Agriculture a instruit que ce monsieur reverse les 100 millions débloqués par le chef de l'État pour cette fête-là. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Mais le rapport du préfet est clair. C'est quelqu'un qui fait ce genre de choses depuis, mais il n'a rien. Il a une entreprise dans le sac. D'accord. Et rien d'autre. D'accord. Il y a cette autre question tout aussi considérable que non négligeable. Alors, au moment où nous avons vécu, il y a quelque temps, le ministre du Commerce faire la promotion d'un riz étranger,
est-ce que cet argent qu'on donne au sieur Tony Ebam n'aurait pas pu servir aux rizières des différentes localités du Cameroun qui produisent dans des conditions rudimentaires le riz au Cameroun? Mais moi, je suis de ceux qui pensent que ce ministère devait être fermé. Le ministère du Commerce? Oui, c'est un ministère qui tue le Cameroun. Parce que tout le monde essaie de faire dans le commerce. Vous n'exagérez pas en disant Non, qu'il faut fermer le ministère du Commerce? Je n'exagère pas. Puisque c'est un ministère qui était lié à d'autres ministères. Oui, Il n'était pas autonome comme aujourd'hui. oui. Et depuis qu'il est autonome, il a ouvert le commerce sur tout, on commande tout jusqu'au cure-dent. Le Cameroun ne peut pas évoluer avec le commerce, avec le Bayam Silam. Pour évoluer, il faut passer à la production. Il faut produire et transformer les produits sur place d'abord, avant de les vendre. C'est là où il y a une plus-value. C'est là où on gagne beaucoup d'argent. Le commerce, l'argent sort. Tout l'argent, tout ce qui est commercé est importé. Et pour importer, il faut des devises. Nous avons des problèmes de devises avec le CFA et le reste. Donc je crois que c'est un ministère qu'il faut fermer. Il doit redevenir une direction dans un autre ministère. Par exemple de l'agriculture. Par exemple de l'agriculture, par exemple de l'industrie, par exemple de je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, il ne doit plus être un ministère autonome. Parce que ça a été Il est dangereux pour le Cameroun. ça a été quand même très intriguant de voir tout un ministre du Commerce faire la promotion d'un riz étranger, d'un riz international, alors que nous avons des industries au Cameroun, des sociétés notamment Semri, le riz de Yagua, le riz de Ndop, qui auraient bien pu obtenir de ce financement pour matérialiser et capitaliser dans la production et dans la mécanisation du riz. Vous voyez bien ce que ce ministère fait, monsieur le journaliste. Il veille à ce que les prix des produits importés soient beaucoup moins chers que les prix des produits locaux. Oui. Alors comment les produits locaux vont se développer? C'est pas possible. C'est un ministère qui joue un rôle négatif. Il faut le fermer. Parce que quelque part, en jouant sur les prix, Oui. hein, vous avez beau produire du riz ou quoi que ce soit au Cameroun, ça sera beaucoup plus cher. Moi, quand je pars dans le supermarché, j'ai envie de consommer le riz camerounais. Mais quand je pars voir le prix, c'est le riz produit au Cameroun, c'est 1,5 fois minimum le prix du riz importé. À cause de quoi? À cause des facilités que ce ministère donne aux importateurs. Ils ne veulent pas qu'il y ait de la production dans ce pays. Et tant qu'il n'y aura pas la production, on ne va pas se développer. Le SND 30 et tout ça, ça va mourir dans l'œuf. On n'ira nulle part avec ça. Parce que les Camerounais se posent toujours la question de savoir quels sont les véritables fruits de la stratégie nationale de développement à l'horizon de... Il n'y aura aucun fruit. Quand le ministère, à travers, comment on appelle ça, la MIRAP, c'est ça? Oui. Vend le même produit que les producteurs locaux, le même produit que les commerçants. Attends, il y a une concurrence déloyale là. C'est pas normal. Donc, pour revenir à cette histoire de riz, je ne sais pas si c'est le même monsieur qui a importé le riz. C'est le même? Non, je parle de Luc Marois Bangatarna qui a récemment dit que le riz pakistanais Joe serait vendu à 15 000 francs en lieu et place de 25 000 francs. Or, nous avons des producteurs de riz au Cameroun qui n'ont besoin que de financement pour acheter, par exemple des moissonneuses batteuses et tout. Oui, mais allez voir pourquoi le riz qui doit coûter 22 000 coûte 15 000. Peut-être qu'il y a des exonérations en douane, aux impôts, et qui permettent de vendre à ce prix. Pourquoi ces mêmes exonérations, on ne les fait pas aux commerçants locaux, à ceux qui importent normalement? Pourquoi spécifiquement pour ce riz? C'est comme cette histoire, c'est une nébuleuse comme le riz de Orca, le riz de comment on appelle ça, le fameux riz Orca de la période du Covid-19 qui a disparu. On sait quand vous posez des questions, il y a des gens qui ne veulent plus répondre. C'est vrai que le ministre de la Santé s'était dédouané, il a dit qu'il a envoyé ça au gouverneur. Allez voir les gouverneurs, c'est eux qui ont géré. Et les gouverneurs n'ont rien dit là-dessus. Les gouverneurs n'ont rien dit là-dessus. Ok, nous allons poursuivre notre entretien. Robert Mouti Mbassa. Alors, quelles sont les conséquences possibles pour le président Paul Biya après cette controverse, en cette période déterminante de la présidentielle? Les jeunes vont-ils continuer de croire? Si oui, pourquoi? Je pense que c'est un mauvais coup. Parce que quand un chef d'État de la dimension du président Paul Biya prend quelqu'un qu'il présente aux jeunes comme exemple à suivre, alors que dans la pratique, ce n'est pas un exemple à suivre, oui. C'est une erreur grave. C'est une erreur très grave, ça m'a énormément choqué, comme beaucoup de Camerounais.
Je n'ai pas discuté avec un Camerounais, que ce soit face à face, ou dans les réseaux sociaux, ou dans les groupes, ou dans les différents forats. Je n'ai vu personne encourager ce qui s'est fait. Il faut connaître la vérité de cette histoire à travers une enquête qui aura des suites. Parce que dans cette histoire, c'est inadmissible. Nous sommes RDPC. Nous allons aller en campagne. Bien sûr. Il faut bien aller convaincre les populations. Quel discours vous allez tenir? Quel discours on va tenir? Parce que vous savez, j'ai toujours pensé que cette histoire de coup d'état scientifique... On va y arriver très simplement, on va y arriver. Donc les jeunes, il faut aller les convaincre. Ok? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Si nous demandons, mais attendez, votre président, s'il est candidat, parce que je mets ici, parce que le moment n'a pas encore dit s'il sera candidat. S'il est candidat... Mais il faut dire quand même qu'au sein de vos rangs, il y en a qui disent déjà même que le président Paul Biya est déjà candidat. Ça les engage. Et qu'il a dit même subtilement dans son discours. Ça les engage. Oui. Le président Paul Biya, il faut faire attention. Parfois, il parle, on ne l'écoute pas. Je me rappelle dans les années 90, il y a des gens qui ont marché pour refuser la démocratie. Mais le moment quand il fallait parler, décider, il a dit, préparez-vous à une éventuelle concurrence. Et nous sommes entrés en démocratie. Donc ce n'est pas parce qu'il y a quelques-uns qui le disent que c'est son point de vue. Oui. Il a été clair lors de la visite du président Macron. Le moment venu, il dira s'il continue ou il rentre au village. Si le peuple l'accepte d'ailleurs. Voilà. Et c'est ce qu'il a dit. Alors aujourd'hui, nous on n'a pas encore son point de vue. Oui. S'il continue ou s'il va rentrer au village. Donc nous on préfère rester prudent et travailler sur les deux cas possibles. Oui. Donc quelque part, si il doit se présenter, ce genre de situation va nous embarrasser. Quand vous allez aller sur le terrain, les populations vous demandent que, mais comment votre président nous présente un Feyman comme exemple. Dans la même mouvance... Est-ce que vous pensez que il contrôle encore ce pays? Est-ce que vous pensez que il sait ce qui se passe dans ce pays? J'aimerais même vous poser cette question, ces différentes questions. Parce que nous-mêmes, nous posons cette question. Parce que quelque part, ça donne le sentiment qu'il y a un coup monté. Et ça fait partie de ce que moi j'appelle coup d'état scientifique. Et que beaucoup d'autres appellent avec ce nom. Pourquoi? Tout simplement parce que ça crée le doute. Les gens se demandaient si le président est encore en capacité de diriger le pays. C'est un peu ce genre de boutade, ce genre de patate chaude. Dans le même ordre d'idée, Robert Moutet, dans le même ordre d'idée, alors, on se rappelle qu'en 2021, je crois, dans son discours du 10 février, adressé à la nation, il avait cité comme exemple le physicien Arsène Tema Biwole, qui est à la NASA aux États-Unis d'Amérique. Il avait également cité Francis Ngannou, comme exemple à suivre par les Camerounais. Vous avez ces différents jeunes dont il y a une certaine traçabilité sur leur parcours qui a été vérifié par tout le monde sans qu'il y ait une quelconque controverse. Est-ce que ceux qui avaient rédigé ces discours-là sont les mêmes qui ont rédigé celui du 10 février 2025? Comme l'a dit le grand professeur Fabian Dogo, me demandait de vous parler du sexe des anges. Je ne suis pas au palais, je ne sais pas qui a rédigé le discours. J'ai vu les dégâts comme tout le monde. Oui. Et j'ai même lui dire que ce monsieur va peut-être ce week-end essayer de s'expliquer. Moi je crois que... Non, mais je dis de votre analyse en tant qu'homme politique, pensez-vous, avez-vous le sentiment que ce sont les mêmes personnes qui ont rédigé le discours, puisque dans les années antérieures, on a souvent eu des exemples qui ont été factuels, qui ont été justifiables, mais aujourd'hui, on a un exemple questionnable. Non, ça peut être les mêmes qui rédigent le discours du président. Oui. Ça peut être les mêmes, mais peut-être que quand ils ont rédigé les anciens discours où la traçabilité était claire, nette et précise, il n'y a pas eu de tollé, peut-être que cette fois-ci, ces gens peut-être sont compromis dans quelque chose. Et ils ont fermé les yeux, pensant que ça allait passer comme une lettre à la poste. Malheureusement pour eux, il y a des gens qui sont vigilants. Des gens qui sont vigilants. Et puis, en commençant par Mme Kantimeba, qui a tiré la sonnette d'alarme, parce que beaucoup de gens qui connaissent ce monsieur ont vu. Mais beaucoup ne sont pas courageux pour prendre la position et le dire clairement. Beaucoup ont peur. Et Mme Kapi ayant crevé l'abcès, vous avez bien vu comment beaucoup d'autres choses ont continué à suivre. D'accord. Alors, j'aimerais cette fois-ci vous poser cette question. Et j'aimerais que vous regardiez la caméra avant de reprendre.
est-ce que vous pouvez nous dire, un titre personnel, quelles sont les personnalités qui sont cachées derrière cette présentation erronée de Tony Obama par le président de la République? Je ne sais pas, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Hein. Pour ce qui me concerne, hein, de la position qui est la mienne, je reste convaincu que il y a des gens qui veulent que le président ne sorte pas la petite porte. Je reste convaincu. Parce qu'ils ont rongé leurs freins, ils ont beaucoup attendu, certains, pour accéder au poste, et ils ont l'impression que le titulaire du poste ne veut pas libérer. Et donc, il y a un plan machiavélique pour l'obliger à partir et en sortant par la petite porte, quitte à l'humilier. Parce que si vous regardez bien, hormis ce problème qui arrive aujourd'hui où j'estime que la ligne rouge a été traversée, avant ça, il y avait quand même déjà parfois des discours. Quand le président fait un discours, on se demande, mais il y a certains aspects du discours, mais on ne comprend pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ça avait l'air anodin. Ça pouvait être des oublis ou des petites erreurs des rédacteurs du discours. Parce que ce n'est pas le président qui écrit ce discours. Partout dans le monde, les chefs d'État, ce n'est pas eux qui écrivent leur discours. C'est des collaborateurs bien connus de l'intérieur qui écrivent le discours du président. Alors, donc, ça fait que, oui. Quand vous regardez ça, vous vous demandez, mais au fait, est-ce que ce plan que Mathieu Siri Konangine avait appelé le Kaolang n'est vraiment pas en phase terminale? Parce que cette histoire, derrière ce qui s'est fait cette fois-ci, et quand on commence à regarder toutes les petites choses qui se passaient avant, regardez par exemple au niveau du boulot, les instructions du président ne sont pas forcément respectées. Le président donne les instructions, mais on ne lui dit pas non, on ne fait pas non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il trouvait des arguments techniques ou bien complexes pour l'amener à comprendre que ce qu'il veut ne peut pas se faire. Est-ce que, permettez que je vous relance. L'intérêt individuel passe avant l'intérêt collectif. Oui, permettez que je vous relance. La compétence et le mérite ont fui. Permettez que je vous relance, monsieur Ambassa. Oui. Est-ce que votre argumentaire ne serait pas en train de corroborer avec une certaine opinion qui dirait que le président de la République est en otage entre les mains d'une caste de personnes qui ne veulent pas perdre leurs différents intérêts? Je ne pense pas qu'il soit en otage. On ne peut pas prendre le président en otage. Vous savez, c'est un lion. Oui. Et il s'est resté calme quand il veut, il s'est agi quand il veut, il s'est frappé quand il veut. Je reste convaincu que le président a la balle du shérif. Quand il dit qu'il a la balle du shérif, ça veut dire que quand il va dégainer, toutes ces petites personnes que lui-même appelait à une époque apprentis sorciers vont être neutralisées. Oui. Donc, je ne pense pas que l'entourage l'empêche de faire ce qu'il veut. Mais les gens profitent du fait qu'il s'est déchargé sur un certain nombre de collaborateurs autour de lui. Et chacun gère sa portion comme si c'était devenu son pouvoir à lui. Ça veut dire que pour le moment, le chef de l'État se comporte en sphinx pour attendre le moment venu et de frapper. Je pense que c'est un peu ça fait partie de ses habitudes. Et je ne suis pas sûr que pendant que cette histoire chauffe, il va prendre une décision. Je crois qu'il va rester calme, comme d'habitude. Et l'une des attitudes du président de la République a été celle de réagir beaucoup plus au moment où les uns et les autres s'attendent le moins. Tout à fait. Parce que vous savez, il y a des actions, des actes que vous posez maintenant. C'est dans 6 mois après, 1 an, 2 ans après, qu'il réagit par rapport. Parce qu'entre-temps, il a pris la peine de vérifier, connaître toute la vérité qui est en dessous. Et puis vous continuez à jouer au faillot à côté de lui. Il vous regarde, il sait ce que vous valez. Et le moment venu, vous êtes surpris. Après, vous commencez à dire, oh, j'ai fait ceci, j'ai travaillé pour lui, j'ai fait cela. Le président Paul Biya a travaillé en toute honnêteté avec le président. Le président Paul Biya a travaillé en toute honnêteté avec le président Aïdjo. C'est la raison pour laquelle Aïdjo lui a laissé le pouvoir. Il était parmi les meilleurs de ses collaborateurs. Le président Biya travaille avec ses collaborateurs actuels et les membres du gouvernement. Il attend d'eux qu'ils fassent la même chose, qu'ils soient loyaux, que l'intérêt général prime, la compétence, le mérite, la conciliation, l'entente, le compromis. Est-ce que vous ne pensez pas que les temps changent et les contextes diffèrent? Justement. À l'époque d'Aïdjo, c'était un régime, je peux dire, policier de terreur. Aujourd'hui, nous sommes dans une très grande démocratie par rapport à l'époque Aïdjo. Parce que moi,
Je vois, il y a les partis d'opposition qui se plaignent que les libertés individuelles et collectives sont restreintes. Ça ne va pas, on n'autorise plus les meetings, on n'autorise plus les rencontres politiques et tout ça. On écrase les partis. Mais en fait, quand on compare la situation d'aujourd'hui à ce que nous on a connu à l'époque d'Aïdjo, mon papa est sous-préfet en Banga de 75 à 70 à 75. Pour quitter Banga, arriver à Loum, Banga Douala, il faut le laisser passer. Ce n'est plus ça. Le président Paul Biya a enlevé ça. À l'époque, une dame aujourd'hui, une femme se lève, elle prend son billet, elle va à l'aéroport, prendre l'avion, elle sort du pays. Les femmes ne sortaient pas comme ça. Il fallait l'autorisation écrite de l'homme. Ok? À l'époque, pour ouvrir une vente emportée. Est-ce qu'il faudrait revenir sur... Non, je le dis pour comprendre que quand les gens disent qu'il n'y a rien qui a été fait, c'est que c'est vrai que le président, nous sommes à 43 ans de pouvoir du président Biya. Il y a beaucoup de gens qui ont moins de 43 ans, qui n'ont pas connu ce qui s'est fait avant. Donc ils sont mal placés pour apprécier l'évolution de ce qui a été fait. C'est pour ça que je rappelle certaines petites choses de rien du tout. Aujourd'hui, vous voulez ouvrir une vente à porter, une shop, vous écrivez au sous-préfet du coin. Il a 8 jours pour vous répondre. Si au bout de 8 jours, nous ne vous répondons pas, vous ouvrez. C'est considéré comme acquis. Les libertés individuelles et collectives, mon cher ami. À l'époque, un homme ne parlait pas avec sa femme politique, hein? Même dans la chambre, hein? Tu ne savais pas qui est qui. Aujourd'hui, regardez le foisonnement des médias, radio, télé, presse. Regardez tout ça. C'est au moins il faut mettre à l'actif du présent. Mais bien sûr, il y a une évolution. Mais il faut aussi savoir que construire un pays, c'est un processus. Il n'y a personne qui voudrait être chef d'État pendant 1, 2, 3, 10 mandats et il va tout terminer. Ce n'est pas possible. Le président Biya est là, il va faire son temps. On verra bien qu'est-ce qui a fait progresser. Celui qui viendra après lui va prendre là où Biya a laissé, il va continuer et ainsi de suite. Des pays qui ont 200 ans, 300 ans, continuent de se construire. Donc, cette histoire de penser que tout va se faire quand Paul Biya est là, je dis non, il faut relativiser les choses. D'accord, Robert, on va avancer dans notre entretien. Je vais dire tout simplement qu'à l'époque, le président Paul Biya, très brièvement et avec aussi une véritable majestuosité, répondait à un journaliste qu'il voudrait que les Camerounais retiennent de lui qu'il est celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une situation qui est véritablement à tête chercheuse. Si les proches collaborateurs du chef de l'État ont pu mentir dans un discours d'une certaine envergure, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de mentir. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et je vous dirais que quand le président a annoncé qu'il voudrait qu'on retienne de lui celui qui a amené la démocratie, la prospérité, le développement au Cameroun, il savait de quoi il parlait. Vous savez, beaucoup de gens oublient toujours. Le président Aïdjo en 1959 signe les accords de coopération, comme les 14 pays francophones avec la France. Allez lire les 11 accords de coopération. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez vous débrouiller et quand vous allez atteindre un niveau, paf, on va vous casser. Le président Aïdjo, quand il quitte, il laisse un petit tissu industriel. On était pas loin de 200 entreprises. Mais les gens disent aujourd'hui que c'est Paul Biya qui a tué toutes ces entreprises. C'est pas vrai. Aïdjo part pourquoi? Parce que ceux qui lui ont fait signer cet accord de coopération ont vu qu'Aïdjo a pris beaucoup d'autonomie. Il a fait beaucoup de choses. Et le Cameroun est en train de se diriger vers un pays industrialisé. Un pays à revenu intermédiaire. Déjà, nous étions un pays à revenu intermédiaire à l'époque. Alors, il fallait, dans un rapport, je vous donne un secret, dans un rapport signé de Jacques Foccart au président Mitterrand, il dit au président Mitterrand, l'agent Cameroun, c'est Aïdjo qu'ils appellent agent Cameroun, se donne des libertés. Il fait des choses qui ne sont pas en accord avec les accords de coopération. Il faut le remplacer. Voilà comment le départ d'Aïdjo arrive. Les gens racontent beaucoup d'autres choses. La réalité, elle est là. Maintenant, Paul Biya arrive. Il trouve la situation. Il veut s'émanciper. On lui dit attention, il y a les accords de coopération, il faut les lire. Quand il le lit, il se rend bien compte que les mains sont liées. Tout ce qu'il va faire, même s'il revient au niveau où Aïdjo était, on va trouver moyen de casser avec le franc CFA. Il faut réfléchir à la rupture. Donc, le CFA, qui est un outil puissant, par lequel on a cassé tout. Le FMI est venu vendre toutes les entreprises aux francs symboliques et autres. C'était pas la faute à Biya, c'est le système par rapport aux accords. Maintenant, le président Biya, voyant qu'il ne peut rien faire, a choisi d'utiliser le temps, l'usure, la ruse, pour attendre que les 50 années passent.
C'est en 2009 qu'on atteint les 50 ans, depuis 59. Ok? En 2009, il ne signe plus les accords de coopération. Et c'est là où vous voyez que le président commence à lancer de grandes réalisations en allant à des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, d'autres pays, quoi, ont été plus focalisés sur la France à cause de ces accords. Mais il y a les accords monétaires qui restent, oui. qui sont allés jusqu'en 2020. Et le 26 décembre 2020, c'était le dernier délai. Le président bien n'a pas renouvelé. Donc vous voyez que ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'AES, où ils bagarrent pour sortir de ces accords, ils font la guerre, ils perdent les hommes. Paul Biya est sorti de là sans faire de bruit, sans tambour ni trompette. Il est parti doucement. Aujourd'hui, le Cameroun n'est plus lié comme les 13 autres pays. Le Cameroun est le seul pays qui n'a plus d'accord de coopération. La seule chose qui nous reste à sortir, c'est le franc CFA. Parce que c'est le dernier verrou sur lequel le président travaille pour nous sortir de là. Donc je pense que quand vous voyez un peu d'où est-ce qu'il est parti, c'est normal qu'il ait passé autant d'années et les gens pensent qu'il n'a rien fait. Il a fait les petites choses qu'il fallait faire. Là, il fallait aller pour développer le Cameroun, l'industrialiser, permettre au Cameroun de bénéficier de toutes ces ressources du sous-sol. Pourquoi il a bloqué l'exploitation des ressources du sous-sol? C'est parce que si on les exploitait dans la période de 50 ans, tout cet argent partait comme dans d'autres pays. On sait ce qui se passe en RDC, on sait ce qui s'est passé au Mali, où les pays étrangers ça vole les produits du sous-sol. Donc, Paul Biya a préféré laisser nos produits en place, sans rien vendre. Et le pétrole qu'on exploite, c'est Aïdjo qui a signé tous les contrats pétroliers. Et Paul Biya n'a fait que respecter les contrats qui avaient déjà été signés par Aïdjo. Donc, pour dire que nous sommes dans une situation où on est presque sorti avec le CFA, dès que ça finit, pour aller vers la prospérité et le développement. Pourquoi? On va maintenant commencer à exploiter nos produits de sous-sol. Vous avez vu qu'on commence à signer les contrats pour le fer et tout ça. Du côté de Kribi là. Oui. Le Labé et tout ça. Donc, c'est parti comme ça. On va exploiter nos ressources sous-sol. Et le Cameroun, on a beaucoup d'argent. Tout ce qui se passe là maintenant, on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas ceci, cela. Tout ça va être relevé en très peu de temps parce qu'il y aura assez d'argent. D'accord, on va bientôt sortir de cet entretien. C'est vrai qu'on aurait bien pu se dire beaucoup de choses. On va survoler certains aspects de cette thématique. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez un fait qui est devenu un peu très intriguant. On a l'impression, c'est même ce que vous êtes en train de décrire. Est-ce que cette façon de faire des proches collaborateurs du chef de l'État ne concourrait pas à ce qu'on appelle le coup d'État scientifique ou encore un complot contre le chef de l'État, de manière à inciter les populations à se soulever? Moi, je pense que nous sommes dans une situation où les clans qui se sont formés pour remplacer le président Paul Biya combattent entre eux. Et c'est chaque clan qui veut neutraliser l'autre. Et dans cette bagarre, il y a des méprises. Excusez, vous êtes dans quel clan? Je suis dans aucun clan, je suis dans le clan qui soutient le président Paul Biya. Je le soutiens, je l'ai dit dès l'entame, je le soutiens, et j'ai donné les raisons, deux raisons essentielles, oui. Mais il y a beaucoup d'autres raisons que je ne peux pas mettre sur le plateau. Oui. Donc je soutiens le président Paul Biya, et je l'ai dit quelque part dans une télé. Si demain le président Paul Biya n'est plus au DPC, je démissionne. Vous démissionnez? C'est pour lui que je suis là. Vous n'êtes pas là pour l'idéologie du parti? Non. C'est pour la personne de Paul Biya. Institut personnel. Parce que je vous ai rappelé que je rentre en 92, étant en Limbé, au moment où le président a besoin du soutien. Oui. C'est l'homme que je pars soutenir. Ok? Et je vois comment autour... Ça veut dire que vous êtes biaïste? Non, je ne suis pas biaïste, mais je soutiens le président Paul Biya, institut personnel. Mais c'est un peu... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans biaïste. C'est pour ça que... Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans biaïste. Oui. C'est pour ça que c'est une philosophie que je ne maîtrise pas. C'est une philosophie selon laquelle on soutient Mordicus. Je ne sais pas. Selon toutes ces... Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Oui. C'est pas sûr. Non, je préfère ne pas prendre de risques sur quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Je soutiens l'homme Paul Biya. Je suis entré au RDPC en 92. Il était en difficulté, je suis rentré. Et j'ai commencé à militer. Et sur le terrain, il a apprécié mon travail. Il m'a mis au comité central. Voilà deux raisons importantes. D'autres petites raisons que je ne peux pas dévoiler ici me permettent de le soutenir. Donc par rapport à ce soutien, je pense que
les gens qui combattent autour, qui veulent sa place. Des gens à qui Paul Biya a tout donné. Oui. Beaucoup comme nous autres, on soutient le président, on n'a rien eu, hein. Mais parce que moi j'ai un attachement particulier que je le fais. Et j'ai le courage de dire ce que je pense. Les gens pensent que je suis un militant têtu ou bien un militant qui sort des rangs, qui dit n'importe quoi. Mais non, j'ai quand même des valeurs que je défends. Je défends l'homme. Donc maintenant, je me rends compte que l'homme, il y a des problèmes, il y a des adversaires de l'intérieur. Des bâtons dans les roues. Le bâton dans la rue, c'est peu dire. Il a des adversaires de l'intérieur. J'ai eu la chance à un moment donné de côtoyer beaucoup de personnalités qui ont travaillé avec le président Paul Biya, depuis qu'il était ministre. Il y en a un qui m'a dit un jour, fais attention, le président Paul Biya, si quelqu'un tape la poitrine, il dit qu'il le connaît, il faut faire attention. C'est un monsieur qui a toujours été très secret, très difficile à cerner, et qui a développé beaucoup d'aptitudes à vivre en milieu hostile. Donc il sait ce qui se passe, il n'est pas bête. C'est d'ailleurs lui qui disait dans l'une de ses déclarations que le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Tout à fait. Tout en renchérissant que ne pas parler fort ne signifie pas que l'on n'a rien à Et dire. que la jeunesse n'était pas un critère de compétence. Bien entendu. Ok. Donc pour dire que quoi? Pour dire que ces gens, s'il y a complot, et que le complot atteint le niveau où la situation de M. Tony Obama, dans le discours du président, fait partie du complot, les gens doivent faire attention. Nous autres, nous n'allons jamais accepter qu'on humilie le président Paul Biya. D'accord, on va sortir. Je vais pas finir. On va sortir très Avant de rapidement. sortir, Très rapidement. c'est très important. Nous n'allons jamais accepter qu'il soit humilié. Parce que s'il y a des gens qui ont un plan de l'humilier, montrer qu'ils ne maîtrisent plus la situation, qu'ils ne contrôlent plus rien, il doit sortir par la petite porte, ils le feront sans nous. On ne peut pas soutenir ça. On ira contre ça. D'accord. Ambassadeur, quelles sont les solutions que vous proposez pour restaurer la crédibilité des actions gouvernementales et particulièrement du président Paul Biya lorsque nous vivons une situation selon laquelle on fait mentir au président Paul Biya qu'il existe une personne comme Tony Obama qui a fait fortune dans l'agro-industrie au Cameroun? N'importe quel Camerounais peut répondre à cette question, même des enfants de l'école primaire. Mais vous, j'aimerais que vous apportiez une réponse substantielle. Tout à fait. Je voulais dire que c'est une question qui peut être répondue par n'importe qui. Pourquoi? Parce que quand on voit les problèmes, la souffrance qu'on a au quotidien, oui. On n'a pas besoin d'aller à Havre pour dire que vous reconnaissez on quand n'est même pas qu'il y a de la souffrance au d'accord. Cameroun. Bien sûr, il y a une très grosse souffrance. Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité qui vit bien qu'on va dire que ça se passe bien. La grosse majorité des Camerounais souffrent. Et beaucoup de Camerounais ne comprennent pas et sont mécontents du fait que ces gens qui les font souffrir sont toujours aux affaires. Quand vous entendez tout le monde crier à corps et à cri, il faut un nouveau gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on estime quand même que qu'il y a de nouvelles personnes, elles auront peut-être pitié du peuple. Elles auront peut-être pitié du peuple pour essayer de l'aider à améliorer ses conditions de vie. Vous savez, moi j'ai fait formation et carrière dans le pétrole. C'est difficile de faire plus de 3 ans à un poste. Quand vous avez trop fait ces 5 ans. Il faut d'ailleurs rappeler que dans les débuts de son magistère, le président Paul Biya avait quand même habitué les Camerounais à remanier. Voilà un gouvernement qui est là depuis 7 ans. Vous croyez qu'il le laisse parce qu'il veut à tout prix que ces gens fassent du mal aux Camerounais? Non. Je vais vous dire quelque chose. Et ça, je tiens ça d'une personnalité qui a aussi côtoyé le président. Oui. Parmi même les gens qui sont au gouvernement là, il y a beaucoup qui partent négocier pensant que c'est la France qui décide de tout au Cameroun. Ils partent chercher à être des pions pour venir négocier là-bas pour venir remplacer le président Paul Biya. Vous voulez subtilement parler de la venue de Sarkozy au Cameroun Je ne parle de personne. Oui. Je dis seulement le président vit avec ses ennemis. Oui. Il y a des gens là dans ce gouvernement qui font mal, mais que le président ne peut pas enlever parce que sa position permet de le contrôler. Parce que si on l'enlève, il sera plus dangereux pour le Cameroun que d'être là où il est là. Donc le président est conscient de tout ça. C'est vrai qu'on souffre, c'est comme vous savez, quand vous avez travaillé toute l'année, vous êtes un bon élève en classe, mais le jour de l'examen, à chaque fois, vous êtes frileux, vous passez à côté. Alors que dans les scores, chaque trimestre, vous êtes le major. Mais à l'examen,
vous partez échouer. Alors, sortons rapidement, Prenez les vestes. Robert Moutaboussa, ambassadeur, sortons rapidement. Est-ce que dans les temps si peu probables, il ne serait pas envisageable que le gouvernement soit remanié pour qu'on évite ce genre de choses? Je pense que le président a habitué les gens à remanier. Oui, C'est le seul gouvernement qui a mis aussi longtemps, je crois 7 ans, oui. sans Oui, qu'il y ait oui. de retouches. Tout le monde aujourd'hui est fatigué de 80% des gens qui sont dans ce gouvernement. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, c'est la responsabilité du président. Nous, on ne peut pas dire change de gouvernement tel jour, tel jour. Lui seul sait pourquoi ça traîne. Lui seul sait quand on va le faire. Mais la majorité des Camerounais veulent un changement radical de ces gens qui ont montré beaucoup de limites et d'incompétence. D'accord, on va sortir très rapidement, mais vous allez placer quelques mots en quelques secondes seulement sur cette actualité qui a créé actuellement. Il s'agit du tribalisme très exacerbant sur la toile camerounaise. On a d'un côté les Boulous, d'un côté les Bamileke, d'un côté les Bassa, d'un côté les Nordistes et tout ça. J'aimerais demander à savoir comment en est-on arrivé et quel est le médicament qu'il faut apporter actuellement pour faire taire tout cela au moment où le peuple camerounais s'apprête à aborder la présidentielle d'octobre 2025. En quelques mots seulement. Oui, en quelques mots, je vais vous surprendre. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Vous savez ce qu'il y a au Cameroun? Il y a un tribalisme des élites. Oui. Ok, qui essayent de manipuler le reste. Allez dans votre quartier, vous allez voir tous les tribus sont là. Ces tribus n'ont aucun problème. C'est les élites. Quand une élite veut émerger et sans qu'elle ait en face une élite peut-être plus compétente, instrumentalise le tribalisme pour émerger. Le tribalisme, c'est dans la tête des gens, et particulièrement les élites et hommes politiques. Mais la population au quotidien n'a pas de problème de tribalisme. Merci. Merci Robert Mouti Mbassa pour ces différentes questions auxquelles vous avez répondu brièvement et avec une certaine maestria. Merci pour le temps que vous avez perdu pour venir à nos côtés, pour pouvoir éclairer les lanternes d'un certain nombre de Camerounais, particulièrement les téléspectateurs de Pan-African Media TV qui nous regardent désormais par millions à travers l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient. Nous souhaiterions et espérions, caressons d'ailleurs le rêve de vous recevoir d'aventure dans nos différentes émissions, pas que celle de la grande interview, peut-être presse géopolitique dans certainement, ou encore la quotidienne ou l'échiquier mondial que nous proposons à l'ensemble de nos téléspectateurs pour essayer d'éveiller les consciences des Africains et de leur faire savoir qu'il y a une Afrique en miniature, il y a une Afrique pour laquelle nous rêvons qui se profile à l'horizon. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir été de nôtres pour pouvoir passer un très bon moment avec nous, un très grand moment de télévision. Nous sommes convaincus de ce que vous, à la maison, vous vous ragaillardissez de savoir que nous avons eu sur ce plateau ce soir un invité haute facture, Robert Mouti Mbassa, qui n'est nul autre que membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour cette thématique jeunesse et gouvernance. Est-ce que le président de la République a été trompé par un type qui ne reflète pas ce dont on dit qu'il est? Stop et fin. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. À très vite. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.